Mesdames et messieurs, d'abord merci bien sûr de votre présence, chaque fois un peu plus nombreuse, ce qui est un vrai réconfort. Et j'ai vraiment beaucoup de plaisir aujourd'hui à retrouver le prorecteur Monsieur Conti, qui n'est plus recteur depuis un mois. Et il nous fait malgré tout le plaisir et l'honneur d'être présent, ainsi qu'un certain nombre d'anciens collègues. Alors quand je dis anciens, c'est pas qu'ils soient vieux, mais c'était des collègues dans une vie précédente, quand j'enseignais moi-même dans l'enseignement secondaire, dont un de mes anciens enseignants. Je remercie tout particulièrement du plaisir qu'il nous fait de venir assister ce soir à la conférence. Alors, Denis, mais je vais vous en parler dans un instant, Denis Miché va donc nous présenter cet exposé sur les raisons pour lesquelles il faut sauver les abeilles sauvages. En fait, c'est une question, mais la réponse à la question est qu'il faut le faire. Et donc, c'est le véritable objet, c'est d'exposer les raisons pour lesquelles il faut le faire. Il faut sauver les abeilles sauvages. Je vais néanmoins prendre juste quelques minutes auparavant pour vous annoncer les prochaines conférences. Alors, on voulait le faire avec la présentation, mais la technique aujourd'hui est un peu rétive. Bonne nouvelle, le micro fonctionne. Voilà, parfois il ne fonctionne pas, mais aujourd'hui il fonctionne parfaitement, mais la projection c'est difficile. J'en profite, je ne sais pas où il est peut être probablement quelque part, pour remercier encore une fois Tai Nguyen, qui est un vrai sauveur de pas mal d'enseignants, de collègues dans les situations difficiles. Quand c'est vraiment désespéré, eh bien nous avons tous en tête le numéro de Tai et on l'appelle, et souvent il vient le plus vite possible pour nous permettre, malgré tout, même si on n'a pas toute la projection qu'on souhaitait, mais au moins on aura bien sûr la projection de l'exposé de Denis sur les abeilles. Alors, je vais pouvoir vous annoncer 4 autres conférences, et 4 conférences suivantes. Et c'est vrai qu'on avait souvent voulu le faire, mais c'était très difficile parce qu'on n'avait pas à l'avance les dates qui dépendent beaucoup de la disponibilité de l'orateur, mais cette fois-ci on a l'occasion de le faire et donc je vais le faire. Alors après la conférence d'aujourd'hui, mais nous aurons un peu de repos. La prochaine est prévue le mardi 26 février. Oui, c'est ça, donc il y a quand même quelques mois d'interruption, mais il y a les vacances les congés de Noël dans l'interruption. Le 26 février, attention, j'insiste fort, à 18h, non pas à 18h30, comme c'est le cas habituellement et comme c'est le cas aujourd'hui, mais à 18h. Qui sera donc une conférence sur l'épigénétique, c'est-à-dire comment l'environnement influence les gènes, génétique, épigénétique. Conférence qui sera donnée par Madame Alexandra Belaïev. Alors certains d'entre vous probablement se souviennent qu'elle était venue il y a 2 ans nous expliquer précisément les thérapies génétiques, donc quand on découpe les gènes et on les recolle ensuite dans le bon sens, convenablement. Et donc Alexandra viendra avec un de ses collègues un collègue de l'Université de Mons, Jérôme Delroisse, sur ce thème de quelle est l'influence de l'environnement sur les gènes. Pourquoi commençons-nous à 18h? Eh bien, parce que à 20h30, la conférence qui a lieu ici sera suivie d'une pièce de théâtre au Théâtre de l'Ancre, et donc il faut partir suffisamment tôt pour avoir l'occasion de nous rendre au Théâtre de l'Ancre, qui n'est pas bien loin, mais enfin, il faut quand même y aller, sur le spectacle qu'on appelle Luca, L.U.C.A., et qui est une interrogation sur l'origine de l'homme, l'origine génétique de l'homme, et qui donc sera un complément tout à fait intéressant à l'exposé de Alexandra Belaïev et de Jérôme Delroisse. Ensuite, la suivante, là l'écart est pas très élevé, pas très long, le mardi 19 mars à 18h30, alors on revient à l'heure normale, entre guillemets. Probablement ici, on verra bien s'il faut peut-être aller au Palais des Beaux-Arts, mais enfin probablement ici.
Regard croisé Marx-Keynes. Alors, je fais l'exposé moi-même avec mon collègue Serge Deruette de l'École des sciences humaines et sociales, lui présentant les aspects plutôt proches de Marx et moi les aspects plutôt proches de Keynes. Ensuite, le 26 mars, donc vous voyez là, c'est assez rapproché, aussi pour la question de la disponibilité des orateurs, toujours à 18h30, ici, nous aurons un exposé de Fabrizio Maseri et de Sabine Boucher, qui sont des chercheurs de l'Université de Mons, attachés plus particulièrement à Materia Nova, sur la question et le problème de la pollution par les plastiques. Si on avait pu vous montrer l'image, vous voyez ces océans qui sont recouverts, ou ces mers qui sont recouverts de plastique flottant, qui posent évidemment d'innombrables problèmes dont peut-être tu parleras à propos des abeilles, je ne sais pas si c'est dans l'exposé, mais Fabrizio et Sabine, nous parlerons de cette question de la pollution plastique et surtout quelles solutions durables peut-on envisager. Enfin, ce sera probablement la dernière de cette année académique, on verra, mais probablement la dernière, le samedi 6 avril, à Charleroi-Danse, donc pas ici, mais à Charleroi-Danse. Pourquoi? Parce que on va travailler avec eux, il y aura un spectacle de danse. Crise de la virilité, quelle est la position de l'homme dans la société? Deux parties. D'abord, un exposé par Bruno Humbeek, donc psychopédagogue de l'Université de Mons et bien connu dans la région, puisqu'il intervient régulièrement sur Télésambre dans l'émission Une éducation presque parfaite, qui est déjà venue dans notre cycle de conférences. Et puis, un spectacle de l'équipe de Charleroi-Danse qui s'appelle WOW, W-A-W, traduisez We are women, nous sommes des femmes, sauf que les gens qui disent ça, ce sont des hommes. Et donc voilà, c'est évidemment tout l'intérêt de la question. Voilà donc pour nos 4 prochaines conférences, pour le reste, probablement le reste de l'année académique. Alors, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Denis Michet, que je connais bien parce que j'ai eu l'occasion de suivre la conférence qu'il donnait dans un autre contexte il y a quelques mois, et je l'ai trouvée tellement intéressante et passionnante que je me suis dit, mais on va la mettre dans notre cycle, il va venir chez nous la présenter à nouveau. Donc, Denis, originaire de Jurbis, me dit-on? Oui. De Jurbis, voilà. Il a d'abord fait des études d'ingénieur agronome à Gembloux, puis un doctorat en sciences biologiques à l'Université de Mons et un post-doctorat aux États-Unis à l'Université Cornell. Ces recherches portent, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, sur la conservation des groupes d'insectes essentiels, dont les abeilles. Alors, je ne vais pas vous en dire plus là-dessus, parce que il est bien meilleur que moi quand il l'explique. Denis et son laboratoire participent à plusieurs projets de recherche nationaux et internationaux. Ils explorent notamment la question de l'alimentation des abeilles, de leur distribution, de la dynamique de leur population, la question d'une extinction éventuelle. Il a développé des recherches sur une base scientifique solide. Il est aujourd'hui professeur de botanique et de systématique à l'Université de Mons, plus particulièrement dans le laboratoire de zoologie du professeur Pierre Rasmou. Je vais tout de suite lui céder la parole. Je vous annonce déjà, mais vous êtes habitués, que après l'exposé de Denis Michet, vous aurez l'occasion, bien sûr, de poser des questions. Comme d'habitude, je serai le gardien du temps. Hein? Et puis, nous allons prendre tous ensemble et bien amicalement le verre de la fin de soirée. Voilà, je cède la parole donc à Denis. Bien, merci Joseph. Merci à tous d'être aussi nombreux ce soir pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. Évidemment, c'est mon sujet de recherche, mais c'est aussi une passion de scientifique. Et on a pour habitude au laboratoire de sortir du laboratoire justement régulièrement pour parler de ça.
parce que ce n'est pas une question qui intéresse seulement quelques scientifiques, mais je pense que c'est une question globale de société dont beaucoup de médias ont parlé avec cette crise de la biodiversité et plus particulièrement ce déclin des abeilles. Donc je vais essayer d'être le moins ennuyeux possible pour vous et essayer de vous faire apprendre des choses quand même et de manière didactique, je vais dire. Et donc on va parler essentiellement aujourd'hui, pour commencer, de la biodiversité. Alors ce concept de biodiversité, ce concept biologique de biodiversité, qui a été, en fait c'est un mot assez récent qui a été développé dans les années 70 par Wilson. En même temps, c'est facile de comprendre. On comprend, c'est de la diversité biologique. Et vous voyez ici, quand on regarde ces différentes illustrations du 19e siècle, on voit très bien que ces trois organismes sont des organismes différents et que donc ils participent à la diversité en étant à trois. C'est pas toujours facile de comprendre, mais finalement, pourquoi parler de biodiversité, en quoi ça nous intéresse? Alors, je vais vous présenter avec les abeilles des arguments très rationnels, même des arguments économiques, mais je voudrais commencer aussi par des arguments peut-être beaucoup plus irrationnels, des arguments, je dirais même poétiques. Pourquoi s'intéresser aux vivants? Pourquoi s'intéresser à la nature qui nous entoure? Pourquoi, quand on a un petit enfant, lui montrer les plantes, les animaux, apprendre les noms? C'est une des premières choses qu'on fait avec les enfants, c'est leur apprendre le nom des choses, le nom des animaux, le nom des plantes. Et donc, c'est une source d'émerveillement. Et cette source d'émerveillement poétique, évidemment, en tant qu'humain, c'est parce qu'on se sent faire partie de ces natures. Et donc, naturellement, on a envie de préserver cette source d'émerveillement. J'espère que dans la salle, et même ailleurs de la salle, personne va vous dire, moi, je suis contre les abeilles, je veux les détruire. Donc, ça fait, je dirais, presque partie, justement, de notre nature, d'être émerveillé par cette biodiversité. Alors, pourquoi parler de biodiversité quand on parle d'abeilles? Quand vous entendez parler d'abeilles, probablement la plupart d'entre vous pensent à ceci. C'est une espèce, en fait, c'est l'abeille mellifère, celle qui fait du miel. Donc on voit ici, c'est mon père, qui est apiculteur, qui est en train de récolter un essaim et qui la met dans la ruche. Donc cette espèce est en fait une espèce domestiquée par l'homme, et il en tire du miel et de la cire. Alors, comme toute espèce domestiquée, on a un rapport particulier avec les abeilles. Et on voit que l'histoire entre l'homme et les abeilles ne date pas d'hier. Vous voyez ici une des plus vieilles représentations ici une peinture rupestre, une plus vieille représentation d'animaux. Et on voit ici probablement une femme, une silhouette de femme, et elle est en train de récolter du miel, probablement dans une cavité, avec ses abeilles qui tournent autour. Donc ces abeilles font déjà partie de l'imaginaire, de l'environnement de ces cueilleurs-chasseurs. Alors la domestication, elle arrive très vite en fait. Les premières civilisations égyptiennes, vous avez déjà des représentations sur les hiéroglyphes de ces pots de miel avec l'abeille mellifère. Alors cette espèce domestiquée, donc proche de nous, a inspiré beaucoup de politiques, a inspiré beaucoup de philosophes, de poètes. Et alors je vais pas vous présenter toutes les œuvres qui parlent de l'abeille mellifère, mais pour vous citer peut-être l'un des plus connus, vous voyez Bonaparte ici, et un des symboles que porte Bonaparte, ce sont ces abeilles. Car cette colonie d'abeilles représente pour l'homme, dans la symbolique, une organisation parfaite, avec ses ouvrières qui se sacrifient pour la reine, et cette société parfaitement organisée, qui devrait être le modèle pour la société humaine. Alors, dans la mythologie, les abeilles représentent l'amour. L'amour dans les deux côtés de l'amour, en fait, le côté ici de Vénus avec la douceur du miel, mais aussi le côté piquant, et on voit ici Eros, donc Cupidon, qui se pique à l'amour, donc qui se pique à l'abeille, en essayant de récolter du miel. Donc c'est double face aussi de l'abeille, avec d'un côté le côté doux, du sucre et du miel, et le côté piquant aussi, car ces insectes piquent. Alors derrière cette espèce domestiquée,
dont vous avez tous entendu parler, il y a en fait une énorme biodiversité. Donc énormément d'espèces qui sont connues et qui sont considérées comme des abeilles. Alors ici, je vous mets un premier chiffre, une première chose à retenir peut-être. 19 000 espèces d'abeilles ont été décrites dans le monde. Donc vous avez une espèce mellifère domestiquée, Apis mellifera, et vous avez 19 000 espèces au total. Alors pour vous donner un point de comparaison, les mammifères, donc tous les mammifères, les souris, les chiens, les chats, les cétacés, les hommes, les primates, ça fait 5 000 espèces. Donc il y a 4 fois plus d'espèces d'abeilles que d'espèces de mammifères. Donc en termes de succès évolutif, les abeilles sont beaucoup plus réussies finalement que nous, les mammifères. Alors si on passe à une échelle géographique différente, vous avez ici les chiffres pour l'Europe. Donc 19 000 espèces dans le monde, vous avez 2000 espèces, pas loin de 2000 espèces en Europe. Encore une fois, si on compare par exemple aux mammifères, vous avez 228 espèces de mammifères en Europe et vous avez près de 2000 espèces d'abeilles en Europe. Et pour la Belgique, c'est le même topo. Vous avez une énorme biodiversité. On est à près de 400 espèces maintenant en Belgique. Et on compare ça par exemple aux oiseaux nicheurs où vous avez seulement 175 espèces d'oiseaux nicheurs en Belgique. Donc les abeilles, c'est ça en fait. C'est aussi cette diversité de couleurs. Et je vous ai ici, en mode d'apéritif, je vous ai présenté quelques photos que je trouve moi jolies. Encore ce concept d'émerveillement de cette nature, de ces insectes. Donc, vous voyez ici une petite anthophore. Peut-être vous voyez, c'est sur une plante du genre borago, la bourrache. Donc c'est une abeille qui fait à peu près 1 centimètre de long. Vous voyez ces patterns de couleurs, noir et blanc. C'est une espèce qu'on peut trouver en Belgique. Vous voyez ici une autre espèce qui est sur un chardon. La particularité de cette espèce, c'est qu'elle va récolter son pollen non pas sur ses pattes, mais ici sur son abdomen. Encore une autre ici qu'on peut trouver facilement dans vos jardins si vous avez un groseillier sanguin, par exemple. Typiquement, cette abeille qui va voler uniquement vers avril, vous allez la trouver. Donc elle est très facile à reconnaître, elle est toute rousse sur le dessus et toute noire sur le dessous. Ce xylocope, par exemple, qui est aussi une abeille, qui là, on est dans des tailles beaucoup plus grandes, c'est ce qu'on appelle aussi l'abeille charpentière, qui va faire son nid dans le bois. Ou encore ici, peut-être de façon plus connue, les bourdons. Donc les bourdons sont des abeilles, et ici vous avez un exemple de bourdon, c'est le bourdon des champs. Alors, la question qui vient, évidemment, c'est quoi une abeille alors? Comment on définit une abeille d'un point de vue biologique? Alors, les abeilles, première chose, ce sont des insectes. Donc les insectes, ce sont des animaux à 6 pattes. Vous voyez, 3 paires de pattes. Ce sont aussi des hyménoptères. Donc vous avez 2 paires d'ailes, donc les 2 devant et les 2 derrière. Et ce sont des hyménoptères qui piquent. Donc des hyménoptères à aiguillon. C'est le même groupe, c'est la même famille, par exemple, que les guêpes. Donc vous voyez ici un aiguillon. Alors on peut confondre parfois les abeilles avec des guêpes. Qu'est-ce qui fait la différence entre une guêpe et une abeille? Alors, la couleur, vous allez me dire, ici vous avez des patterns qui sont jaunes et noirs, qui sont typiques des abeilles, mais vous avez aussi qui sont typiques des guêpes, pardon. Vous avez aussi des abeilles qui ressemblent à ça. Donc c'est pas le bon caractère pour faire la distinction entre une guêpe d'une part et une abeille d'autre part. Vous voyez ici, cette guêpe, elle est en train de se nourrir d'une carcasse de cigale, et c'est ça qui fait la différence entre une guêpe et une abeille. Les abeilles, en fait, sont des guêpes qui sont devenues végétariennes au cours de l'évolution. Donc toutes les guêpes sont carnivores, elles mangent de la viande, elles chassent, elles nourrissent les larves avec les proies qu'elles ont chassées, et les abeilles, sans exception, sont toutes végétariennes. Vous allez me dire, elles sont vraiment à la mode, ces abeilles. Elles ne mangent pas de viande. Donc très écolo, c'est encore mieux. Donc elles se nourrissent exclusivement de pollen, de nectar et parfois certaines d'huile. Donc uniquement des produits végétaux, et les protéines dont elles ont besoin pour leur développement vient du pollen. Ce pollen qui peut être très riche en protéines, vous avez des pollens qui font jusque 40%
de protéines. Donc exactement les mêmes valeurs qu'un steak de bœuf. Donc vous voyez ici ces femelles qui vont récolter le pollen. Donc ce sont des insectes qui ont un investissement parental, donc c'est le terme biologique. Donc les parents investissent énormément dans leur descendance. Donc ce sont exactement les mêmes stratégies biologiques que les primates, c'est-à-dire peu de descendance mais un grand investissement. Donc grâce à ça, vous avez un fort taux de survie des descendants. Donc l'abeille va pondre très peu d'œufs, mais elle va vraiment prendre soin de sa descendance, exactement comme vous. Vous n'avez pas 50 enfants, vous en avez quelques-uns, et vous investissez énormément, parfois très longtemps, vous payez les études, etc. L'investissement des abeilles, c'est en pollen. Donc les femelles vont récolter du pollen, l'amasser, et puis pondre un œuf, et ce nid va être caché. Alors, il y a quand même au passage des exceptions. Il y a aussi ce qu'on appelle des abeilles coucou, des abeilles qui utilisent le travail des autres espèces et viennent pondre dans le nid des autres espèces. Et ça représente quand même près d'un tiers des espèces. Donc on a aussi des abeilles qui ne travaillent pas. Alors, cette diversité, en résumé, elle peut s'exprimer en termes de taille. On a des abeilles qui peuvent faire ici, comme ce mégachile qui vit en Indonésie, il fait jusque 5 cm de long. Et des petites espèces ici, comme c'est une espèce qu'on appelle Nomioides, qui fait 2-3 mm de long. Donc des ordres de grandeur différents. Vous avez aussi des couleurs d'abeilles différentes. Vous avez des abeilles noires, des abeilles brunes, des abeilles vertes, des abeilles jaunes, des abeilles bleues. Donc toutes les couleurs possibles chez les abeilles. Alors on a des abeilles aussi qui sont sociales. Je vous ai parlé de l'abeille mellifère. Et donc vous vous posez la question, mais qu'est-ce que Mathilde fait dans ma présentation? Et donc ces espèces sociales présentent des individus sexués et des individus stériles. Donc vous avez ici ce qu'on appelle la reine des abeilles, qui est la seule à pondre dans la colonie, et puis les autres ouvrières sont stériles. Ce caractère social n'est pas que chez l'abeille mellifère, vous avez un autre groupe qui est présent en Belgique, qu'on appelle les bourdons. Les bourdons forment aussi des colonies. Donc vous avez aussi des reines de bourdons et des ouvrières de bourdons. Mais l'essentiel des abeilles, en fait, sont solitaires, et vous avez uniquement des mâles et des femelles, sans roi, sans reine. Alors, on pense aussi que les abeilles nidifient dans les ruches, donc elles n'habitent pas la plupart dans les ruches. Encore une fois, il n'y a que l'abeille mellifère. La plupart des abeilles nidifient dans le sol, en fait. Donc vous savez, ces petits insectes, ces femelles en l'occurrence, parce que les mâles globalement font rien, à part la fécondation, ce sont les femelles qui s'occupent des jeunes, tout le temps. Donc ces femelles vont creuser, vous voyez ici une petite abeille, vous voyez la profondeur, creuse avec ses pattes et ses mandibules, des galeries qui peuvent faire jusqu'à 1 mètre, 2 mètres de profondeur. Donc elles vont creuser ici, et vous voyez, vous reconnaissez ici, on est dans le pays de Charleroi, ce qu'on appelle des terrils, donc qui sont issus de l'excavation de ces galeries. Donc vous avez des galeries, et au bout de ces galeries, vous avez des pains de pollen qui sont réalisés par la femelle, et elle va pondre dessus. Donc ces abeilles vivent dans le sol la plupart du temps. Alors on a aussi des abeilles maçonnes, donc elles vont faire elles-mêmes leur maison. Donc vous allez avoir des matériaux variés qui peuvent être utilisés. Donc vous avez des abeilles maçonnes qui réalisent leur nid avec de la boue. Vous avez des abeilles qui utilisent de la résine. Ici c'est ce qu'on appelle des abeilles potières. Vous avez des abeilles charpentières qui vont creuser dans le bois leur galerie, ou encore dans des tiges, ici. Et vous en avez même qui nidifient dans les coquilles d'escargots. Donc là, elles utilisent des coquilles vides, je vous rassure. Donc elles vont pas retirer l'escargot. Ce sont des coquilles vides et elles vont pondre à l'intérieur. Donc vous voyez déjà la complexité de l'écologie de ces abeilles. Et je fais tout de suite le lien entre écologie et conservation. Vous voyez que ces abeilles ont besoin de plantes, ont besoin de pollen et de nectar pour alimenter les larves et pour s'alimenter elles-mêmes. Elles ont aussi besoin de nids. Donc ici des coquilles, parfois des tiges, parfois du bois, etc. Et donc pour pouvoir conserver une population d'abeilles sauvages, vous devez avoir ces éléments. Donc quand on fait un programme de conservation des abeilles, il faut penser
au logement, donc au nid, et il faut penser à la nourriture, donc le pollen et le nectar. Voilà, alors, je suis professeur, hein, donc obligé, on doit passer par un petit test. Donc, si vous avez bien écouté, vous pouvez faire la différence entre gauche et droite. Si un des deux est une abeille. Alors, pour ceux qui pensent que ceci est une abeille, peuvent lever la main. Ok, ça va. Et ceux qui pensent que l'abeille est à votre gauche. Ok. Bon, on a globalement des bons étudiants. Donc, à droite, vous avez une abeille, et à gauche, vous avez une mouche. Donc, c'est ce qu'on appelle des mouches mimétiques. Alors, elles ressemblent effectivement à des guêpes et des abeilles. Alors, comment je reconnais les deux? Vous avez ici, sur la mouche, uniquement 2 ailes, vous voyez? Je vous ai dit, les abeilles, ça a 4 ailes. Donc, voilà. Ceci est une mouche, et ceci est une abeille. On voit, vous avez 1, 2, 3, 4. Alors, c'est une grosse abeille, hein. Je vous l'accorde. Alors, ceci aussi n'est pas une abeille. D'accord? Vous avez uniquement 2 ailes, donc ce n'est pas une abeille. Bien. Alors, on va parler un petit peu de sous maintenant. Et une des raisons, donc en dehors de cette beauté, j'espère que je vous ai un peu convaincu de la beauté des abeilles et de la valeur patrimoniale des abeilles, en dehors de cette valeur intrinsèque de beauté, on a aussi des arguments écologiques et économiques pour conserver ces abeilles sauvages. Alors, les abeilles ont un rôle essentiel dans ce qu'on appelle la pollinisation. Alors, la pollinisation, c'est quoi? C'est la reproduction sexuée des plantes. Alors, vous avez tous déjà vu des plantes. Ces plantes, si vous avez bien remarqué, elles ne bougent pas. D'accord? Vous pouvez regarder longtemps, elles vont pas bouger. Elles sont enracinées dans le sol. Mais elles doivent malgré tout se reproduire. Donc, vous imaginez le problème de devoir se reproduire quand on ne bouge pas. On doit rencontrer un partenaire, mais on ne sait pas bouger. Ah ben, la meilleure solution pour pouvoir quand même se reproduire sans bouger, c'est de demander à quelqu'un d'autre de bouger à votre place. Et la mobilité des gamètes, donc des spermatozoïdes des plantes, elle est permise par ces animaux qui sont appelés des pollinisateurs. Et donc, ces abeilles vont transporter d'une fleur à une autre le pollen pour pouvoir reproduire la plante. C'est finalement de la procréation médicalement assistée, si vous voulez, des plantes par les abeilles. Alors, quels sont ces agents, quels sont ces vecteurs qui vont transporter le pollen d'une fleur vers une autre? Alors, ce sont essentiellement des insectes. Alors, pas que des insectes si on considère le niveau mondial. Dans des zones tropicales, vous avez par exemple des colibris. Les colibris peuvent participer à la pollinisation des plantes, ou encore des chauves-souris. Mais en Europe, la plupart des agents pollinisateurs, la plupart des animaux qui permettent la mobilité du pollen, ce sont ces insectes. Donc vous avez des abeilles, vous avez des papillons, et vous avez des mouches. Et quand vous regardez ces 3 groupes d'insectes, le groupe le plus poilu, c'est le groupe des abeilles. Et donc les poils, c'est le point clé pour le succès des abeilles. Les abeilles sont poilues et grâce à ça, le pollen va se mettre dans les poils et elles vont transporter beaucoup plus de pollen que ce que peut faire un papillon ou une mouche. Donc vous avez une grande efficacité dans la pollinisation par les abeilles. Elles sont des très très bonnes pollinisatrices grâce à ces poils. Alors la conséquence de cette pollinisation, c'est la production de fruits. Je vous ai dit, la reproduction des plantes. Les plantes se reproduisent en produisant des graines et en produisant des fruits. Alors, vous avez évidemment un avantage direct pour les plantes. Elles ont des fruits, elles savent se reproduire. Mais vous avez aussi un avantage pour tous les animaux qui se nourrissent des plantes. Donc de manière indirecte, les abeilles qui aident les plantes, ces plantes qui aident les animaux, en fait, les abeilles aident les animaux qui se nourrissent de plantes. Donc de manière indirecte, les abeilles participent à notre propre survie, à notre propre alimentation, via ces plantes. Donc je vous ai mis ici juste quelques espèces animales qui se nourrissent de plantes. Alors, le lien est vite fait, quand on veut parler de sous, entre pollinisation et agriculture.
Et donc, tous ces fruits que vous voyez sur une étale quand vous allez au supermarché ou au marché, ah ben, c'est généralement le produit du travail des abeilles. Ces abeilles qui ont pollinisé les cultures. Alors, on peut mettre des chiffres derrière tout ça. Si vous calculez la valeur économique de cette production agricole qui est réalisée par les abeilles, on arrive à des millions, des milliards d'euros de valeur annuelle, donc 3 fois le PIB annuel belge pour la pollinisation par les abeilles. Alors, faut-il pour autant avoir une vision catastrophiste? On entend souvent cette phrase d'Einstein, d'ailleurs, qui n'en est pas. Il n'a jamais dit ça, Einstein, que l'humanité disparaîtrait 4 ans après la disparition des abeilles. Donc c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et en tant que scientifique, on peut pas défendre cette vision. Alors, je vous explique pourquoi. Vous avez ici différentes cultures et leur dépendance relative par rapport à la pollinisation. Autrement dit, à quel point les abeilles sont importantes pour produire des fruits dans ces cultures. Alors, d'un côté, vous avez les kiwis. Les kiwis, vous n'avez pas de kiwis si vous n'avez pas d'abeilles. Les tomates aussi, si vous n'avez pas d'abeilles, vous n'avez pas de tomates. Par contre, ici, le blé, le raisin, ce sont des plantes qui sont pollinisées par le vent. Donc, le pollen n'est pas transféré d'une fleur à l'autre par une abeille, mais par le vent. Et bon, du vent, il y en aura toujours, normalement. Donc, ça veut dire que si les abeilles disparaissent, on aura toujours du vin, on aura toujours de la bière. Bon. Ça peut rassurer. Mais bon, ce n'est pas non plus très très bon pour la santé si on ne se nourrit que de bière et de vin. Vous l'entendez. Ça va marcher un moment, mais pas trop. Donc, un des aspects clés dans l'importance des abeilles, sont les vitamines qui sont apportées par ces fruits et donc par ces abeilles. Donc, la disparition des abeilles diminuerait globalement la quantité de vitamines disponibles dans notre alimentation. Alors ici, d'autres exemples de ces cultures pour vous parler encore une fois de biodiversité. Donc vous avez ici les fèves et on regarde les différents pollinisateurs de ces fèves. Et on voit que ces fèves sont essentiellement visitées par les bourdons. Donc pour avoir des fèves, il vous faut des bourdons. Pour les fraises, c'est l'abeille mellifère qui fait le job essentiellement. Donc pour avoir des fraises, il vous faut de l'abeille mellifère. Pour ici les pommes, on voit que c'est bien balancé entre abeilles solitaires, bourdons et abeilles mellifères. Donc vous voyez ici avec ce transparent très simple que pour avoir une diversité de fruits, il vous faut une biodiversité des abeilles. Une seule abeille ne peut pas faire le job pour tous les cultures. Donc on doit non seulement conserver l'abeille mellifère, mais on doit conserver l'ensemble de la biodiversité pour pouvoir avoir des productions agricoles durables. Bien. Alors, on va arriver au moment déprimant. Je m'en excuse déjà, mais bon, encore une fois, ce sont des faits. Les abeilles déclinent. Donc, ces espèces que je vous ai montrées, avec leur utilité, elles déclinent. C'est pas nouveau et ce n'est pas non plus localisé. Vous avez plusieurs études scientifiques à plusieurs niveaux géographiques qui montrent qu'on a un déclin sérieux de ces abeilles. Alors, ça a été fait en Amérique du Nord, ça a été fait en Europe, mais on voit aussi des publications maintenant en Australie, des publications en Asie, car des stress qui affectent les abeilles sont aussi des stress globaux, comme par exemple le réchauffement climatique, et je vais y revenir tout de suite après. Alors, c'est là où je vais vous parler un petit peu de l'université de Mons et de notre laboratoire. Donc on a participé à mesurer ce déclin. Donc notre laboratoire a participé à un projet européen qui a terminé en 2015 sur ce qu'on appelle les listes rouges d'abeilles à l'échelle européenne. Alors c'est quoi une liste rouge? Une liste rouge, c'est une liste d'espèces qui ont des risques d'extinction dans les 10 prochaines années. Donc, autrement dit, qu'est-ce qu'on fait? On a les 2000 espèces d'abeilles en Europe. On a évalué chacune des 2000 espèces. Donc, vous imaginez, ça a pris du temps. Et pour chacune, on a estimé les risques d'avoir une extinction. Et donc, on a mis des critères, des catégories de risques d'extinction.
Et donc on a réalisé ça, je vous l'ai dit, à l'échelle continentale avec plusieurs collègues de nombreux laboratoires. Alors ce travail est disponible si ça vous intéresse. Qu'est-ce qu'on remarque? Alors on remarque deux choses. Première chose, c'est qu'on a remarqué qu'on savait pas grand-chose. C'est déjà ça. On sait déjà qu'on sait pas. Pour plus de la moitié des espèces, on n'a pas su évaluer, en fait. On n'avait pas assez de données pour évaluer le risque d'extinction. Donc peut-être qu'elles sont en déclin, peut-être qu'elles sont pas en déclin, on ne sait pas. Et pour celles dont on savait, on a à peu près 9% des espèces qui sont en risque d'extinction dans les prochaines années. Alors, si on compare aux autres listes rouges des autres groupes en Europe, on voit que les abeilles, en fait, ne se débrouillent pas trop mal. Donc, évidemment, c'est alarmiste, pour toutes les raisons que je vous ai présentées avant, mais vous avez des groupes qui sont encore plus mal que les abeilles. Alors, ils sont peut-être un peu plus moches aussi, donc on en parle moins, mais voilà, les faits sont là. Les mollusques d'eau douce, vous avez près de 60% des espèces qui sont en voie d'extinction en Europe. Donc c'est sérieux cette crise de la biodiversité, et je vais vous parler des actions après qui doivent être de manière urgente entamées. Alors concernant les abeilles, on a défini lesquelles sont en risque d'extinction, et on a ici défini quels sont les facteurs qui provoquent cette extinction. Donc quelles sont les causes du déclin des abeilles? Alors vous avez ici quelques causes. Alors essentiellement, je vais dire, la cause c'est nous, c'est l'homme, sur plusieurs aspects, mais essentiellement le changement de pratiques agricoles. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu une intensification des pratiques agricoles, avec notamment l'utilisation des pesticides, avec les fauchages, avec les monocultures, qui font que les ressources alimentaires des abeilles ont décliné. Alors, il faut pas non plus avoir fait 10 années de recherche pour comprendre ça. Voilà le genre de paysage qu'on pouvait observer en Belgique au début du XXe siècle. C'est ce qu'on appelle des prairies de fauche, qui sont des prairies donc qui étaient fauchées par l'agriculteur pour nourrir le bétail. Et vous voyez ici, ce sont des paysages dans les Pyrénées-Orientales, donc en France, où ces pratiques agricoles se passent encore. Et voilà ce qu'on a maintenant en Belgique. Donc on avait ça dans la région de Trivière, par exemple. Donc ce genre de prairies fleuries. Et puis on a ça maintenant. On peut comprendre assez vite qu'effectivement les abeilles, il n'y a plus grand-chose à manger. Donc quand on passe de ça à ça, voilà, les espèces disparaissent. Tout simplement. Alors, donc là j'ai cassé l'ambiance, c'est sûr. Et j'arrive maintenant aux actions. Comment, on n'est pas sans défense, comment renverser cette tendance, comment sauver les abeilles? Et j'ai divisé ces actions en 3 parties, avec des défis scientifiques, des défis politiques et des défis citoyens. Et pour les 3, je dirais, nous en tant que scientifiques, évidemment, on va pas vous demander de faire de la science, de faire des publications scientifiques, quoique on a encore aussi des programmes de sciences participatives, mais en tant que action politique et en tant qu'action citoyenne, n'importe quelle personne dans cette pièce peut dès demain réaliser des choses concrètes pour les abeilles. Alors, d'un point de vue scientifique, évidemment, vous devez avoir des financements de projets de recherche qui sont ambitieux, avec notamment un projet qu'on a commencé cette année sur les pesticides, l'impact des pesticides sur les abeilles sauvages. On connaît l'impact des pesticides sur l'abeille mellifère, mais on connaît très peu de choses sur l'impact des pesticides sur les abeilles sauvages. Et on est face à des lobbies agroalimentaires très très puissants qui vont remettre les publications scientifiques constamment en cause et qui sont très rapides aussi à proposer des nouvelles substances. Les néonicotinoïdes, vous en avez entendu parler probablement, ces néonicotinoïdes, c'est déjà presque fini. Ils sont déjà en train de développer les autres molécules, et les scientifiques sont un peu à la traîne par rapport à ça, et donc il nous faut vraiment les moyens pour pouvoir convaincre nos politiciens sur base de données avérées des actions à réaliser.
Et ce genre de choses, ça se fait à l'échelle globale. Donc on doit avoir des collaborations internationales pour réaliser ce genre d'études et des financements internationaux, d'où aussi l'importance de soutenir des institutions comme l'Union européenne dans ces programmes scientifiques. Alors on a aussi des programmes au niveau belge, hein. On peut être assez fier en Belgique, on a une très bonne tradition d'études de sciences naturelles, on a un très bon muséum de sciences naturelles dans lequel on a des collections très importantes, très utiles, et c'est notamment ces collections qu'on a utilisées pour mieux comprendre le déclin des espèces en Belgique, et je peux vous dire que bon, les espèces en Belgique, ça se passe pas mieux qu'en Europe. Alors, on essaie aussi de participer en tant que scientifique à des actions comme ce soir, hein. Je suis devant vous pour vous parler de ça, mais on a aussi des formations qu'on organise pour apprendre à reconnaître les abeilles. Alors, je vous ai apporté aussi des posters, donc il y en a... Pour ceux que ça intéresse, s'il y a des profs d'école ici ou voilà, servez-vous. Donc ce sont des posters comme ça que vous pouvez mettre dans votre chambre si vous voulez, hein, ou dans les classes, dans les associations. Donc servez-vous, ils sont là pour vous. C'est simplement une illustration de ce que je vous disais, la diversité des abeilles et la beauté des abeilles. Ça commence par là, par les générations les plus jeunes. On a aussi une exposition qui est sur le site de la Polytech à Mons, qui présente exactement ce que je vous ai raconté aussi. Alors, les défis politiques. Bon, il y a le vote évidemment, hein, mais je ne vais pas vous présenter ici des avis de vote, mais des défis très concrets et des choses que les citoyens peuvent demander à nos décideurs politiques de n'importe quel parti. Donc premièrement, dans les politiques agricoles, il est clairement possible de favoriser les pratiques agricoles moins intensives. Alors, ça peut passer par vous, évidemment, en achetant bio, mais ça passe aussi par nos décideurs politiques qui vont donner des incitants fiscaux ou des aides à la production la production agricole qui respecte la biodiversité. Alors, ça passe aussi par une politique ambitieuse en termes climatiques, en termes de réchauffement climatique. Donc, j'imagine, si vous êtes ici, que vous êtes un peu sensibilisé à la question. Alors, le réchauffement climatique a un impact sur les abeilles aussi, sur beaucoup d'espèces d'abeilles, et notamment ces espèces de bourdons qui vivent dans le nord de l'Europe. Donc, on a aussi nos ours polaires chez les abeilles, qui sont en l'occurrence donc ces bourdons. Et clairement, ce réchauffement climatique, ça les fait monter vers le nord, et puis bon, au bout d'un moment, on est dans la mer. Donc, ce réchauffement climatique, lutter contre le réchauffement climatique, c'est aussi lutter pour la conservation des abeilles. Alors, encore une fois, cette conservation des abeilles n'est pas sans intérêt. Ici, vous avez une étude de collègues anglais qui montre comment ce réchauffement climatique va influencer la distribution des vergers de pommes, à quel niveau un verger de pommes va être productif ici au Royaume-Uni, en Angleterre, et comment les pollinisateurs de ces vergers de pommes vont réagir au réchauffement climatique. Donc autrement dit, ils ont simulé comment le réchauffement climatique va avoir un impact sur les pommiers et comment le réchauffement climatique va avoir un impact sur les pollinisateurs au niveau de leur distribution. Et ce qu'ils ont montré, c'est que les pommiers, ils vont plutôt monter et les abeilles vont plutôt descendre. Donc résultat, vous allez avoir des zones, potentiellement, où vous n'aurez plus de pollinisateurs pour les pommiers. Et donc là, vous avez un impact direct sur la production de ces plantes. Alors un autre exemple politique, et puis après je passerai aux actions citoyennes. Le simple choix des plantes, des arbres, d'alignement que vous mettez en ville. Si vous utilisez un platane, ça va rien apporter au niveau du nectar. Si vous utilisez du tilleul sauvage, vous allez avoir du nectar qui est disponible pour les abeilles. Et donc c'est un choix très simple, très concret. Au lieu d'avoir une ligne de platane, vous avez une ligne de tilleul, et grâce à ça, vous avez du nectar pour les abeilles mellifères qui sont dans les vignes. Et c'est tout le long comme ça. Donc quand on parle d'action citoyenne, voilà, on a réfléchi aussi avec Monsieur Pagano et
le Conseil du développement durable de l'Université de Mons, tous ces pelouses qui sont tondues toutes les 2 semaines et qui ne servent à rien parce que les étudiants n'allaient pas dessus, et qui sont juste un gazon qui a un désert écologique, ben pourquoi pas ne mettre des fleurs à la place et mettre une prairie fleurie. Et on a fait aussi un calcul économique là-dessus. L'argent qu'on gagne à ne pas tondre la pelouse, ah ben on peut l'utiliser pour planter des fleurs. Donc ce n'est même pas un investissement économique très important. Vous allez gagner des sous sur le long terme. Il va y avoir un petit investissement sur la plantation elle-même, mais l'argent que vous ne dépensez pas sur les pelouses, vous allez récupérer votre argent. Et en 3 ans, c'était récupéré ici. Donc ce sont des actions très très simples. Juste essayer de regarder notre environnement juste d'un autre œil. Alors, je vous ai dit le logement et le couvert, aussi des hôtels à insectes. Ce genre d'hôtel à insectes peut être fait très facilement. Ça peut être un dimanche après-midi réalisé avec les petits enfants ou les moins petits enfants. Hein. Simplement des bûches de bois et que vous percez et c'est bon. Vous variez la taille de ces trous pour avoir différentes espèces qui peuvent s'installer, et vous allez avoir des abeilles qui s'installent. Et donc vous allez avoir des abeilles comme celle-ci. Donc ce sont des photos qui ont été prises dans des jardins en Belgique, des jardins écologiques, et vous avez voilà des bourdons, vous avez des anthophores, des espèces comme donc ceci est une abeille, des osmies, ou encore ceci, donc une grande diversité, et à ce moment-là, vous allez pouvoir montrer, quand vous allez avoir des invités chez vous, vous allez leur montrer, regarde ce que j'ai comme abeille dans mon jardin, grâce aux choses aux installations que j'ai faites, et votre jardin va pouvoir être une sorte de zoo. Là, un zoo, mais pas des pandas qui mangent du bambou. Alors il est très joli le panda, mais le panda il pollinise pas le pommier, donc enfin pas encore, mais donc c'est très beau la biodiversité de panda. Mais là, ici, vous avez une abeille qui vit en Belgique, dans votre coin, et qui va vous donner une pomme que vous mangez de votre pommier. Vous voyez ? Donc là, on est dans le concret, dans le terroir, dans le territoire même. Donc là, vous allez pouvoir montrer à vos voisins, à vos petits-enfants, ben voilà, ça c'est une abeille belge qui, grâce à son travail, tu peux manger cette pomme-là. Donc un truc éducatif très très simple. Alors dans vos achats, évidemment, hein, quand vous achetez des produits frais, ben, pensez à quel type d'agriculture a produit ces légumes et ces fruits. Voilà. Alors, je vais résumer ici ma présentation en quelques points clés. Donc, première chose, biodiversité. Je vous ai présenté, alors rapidement, je pourrais en parler pendant 3 heures, hein. Mais là, à ce moment-là, vous serez plus là. Mais donc, ces abeilles sont nombreuses. Vous avez 400 espèces en Belgique, 2000 espèces en Europe, 19 000 espèces dans le monde. Donc, une grande biodiversité derrière cette abeille mellifère. Alors, toutes ces abeilles, qu'elles soient mellifères ou qu'elles soient sauvages, elles participent à la reproduction des plantes. C'est la reproduction médicalement assistée par les abeilles des plantes à fleurs. Et vous avez, grâce à cette reproduction sexuée des plantes, des graines et des fruits qui vont servir de nourriture pour les animaux, dont Homo sapiens. Alors, on a besoin d'une grande ambition en termes de recherche et de financement de recherche pour pouvoir bien comprendre ces déclins de biodiversité et les solutions, avoir des solutions optimales. Et puis, en termes d'action, ben voilà, à chaque échelle géographique, de votre jardin à la ville dans les arbres à lilement et, je dirais, à l'échelle continentale sur la politique agricole commune, par exemple, on peut agir à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Et voilà, je pense que ce sera clairement, c'est ce que je dis à mes étudiants de biologie et de pharmacie, ce sera un défi, le grand défi, je pense, de notre génération. C'est cette crise de la biodiversité et cette crise climatique. Et voilà, il faut en fait être plutôt motivé par rapport à ça et même joyeux, arriver à amener ces abeilles dans votre jardin ou dans un parc ou convaincre un politicien de faire telle ou telle action. C'est agréable à faire. Et donc, je vous invite à passer aussi à ce mode action pour les prochains jours. Je vous remercie de votre attention.
Voilà. Merci Denis pour cette explication économique, poétique, source d'émerveillement. Effectivement. J'ai quand même été étonné, je ne savais pas que les terrils étaient produits par, par les abeilles. C'est tout relatif. Mais bon, voilà, voilà, elles sont là, ouais. Hein, j'aurais appris beaucoup de choses, et notamment celle-là. Et d'ailleurs, les terrils sont des bons endroits, c'est sauvage maintenant, et il y a beaucoup d'espèces d'abeilles qui s'installent sur les terrils maintenant. Voilà. La boucle est bouclée. Très bien. Léna a le micro qu'elle peut promener pour que vous puissiez poser des questions. Alors, voilà, j'ai vu un bras se lever. Voilà, monsieur, je vous en prie. Voilà, tout simple. Où en est-on actuellement, je vais peut-être me tromper, avec les abeilles africaines ou exotiques, dangereuses? Alors, il y a eu aussi dans les médias quelques articles sur ce qu'on appelle l'abeille africanisée. Donc l'abeille africanisée, c'est une race d'abeilles mellifères qui est issue d'un croisement entre la sous-espèce qu'on utilise en Europe et la sous-espèce africaine, qui est beaucoup plus agressive. Et ça s'est passé pas chez nous, ça s'est passé au Brésil, en Amérique du Sud. Et donc ces abeilles africanisées, qui sont beaucoup plus agressives, ont eu un succès certain et ont migré vers le nord, donc vers les États-Unis. Et c'est pour ça que probablement on en a entendu parler ici aussi, parce que les Américains sont très forts pour parler de ça. Mais elle n'est pas chez nous, donc il n'y a pas d'abeilles africanisées chez nous. Et c'est une espèce, de toute façon, comme elle est croisée avec des races africaines, elle va pas plus loin que les zones subtropicales en fait. Donc elle n'arrivera jamais chez nous. Donc ça, il n'y a pas de souci à se faire. Oui, ça peut-être le réchauffement climatique, oui, effectivement. Mais ce point de l'abeille africanisée est aussi intéressant dans le sens où, donc en Afrique, il n'y a pas de pratique d'apiculture. Il y a encore essentiellement des pratiques de destruction du nid. Donc c'est pour ça que vous avez des races africaines qui sont beaucoup plus agressives parce qu'elles protègent leur nid contre la destruction du nid. Alors que les races européennes, elles, c'est l'inverse. Elles ont été sélectionnées par les apiculteurs pour être les plus douces possibles. Et donc l'apiculteur a tendance à aimer évidemment des ruches et à sélectionner les ruches avec des abeilles qui piquent pas trop. Et donc on se retrouve avec des abeilles très très douces, très très gentilles, mais qui se protègent pas très bien. Et c'est notamment une de ces raisons pour lesquelles on a un nouveau parasite qui est arrivé en Europe il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle la varroa, qui est une des causes majeures de déclin de l'abeille mellifère. Donc c'est un acarien. Donc c'est un acarien qui suce le sang des abeilles, basiquement. Alors si je prends l'analogie de taille, c'est comme si vous aviez un lapin, à peu près, qui vous pompait le sang 24 heures sur 24. Donc c'est très grand par rapport à l'abeille mellifère. Et ces abeilles mellifères européennes, qui sont toutes douces, tout simplement, elles se défendent pas contre cet acarien. Et donc c'est une des causes du déclin spécifique à l'abeille mellifère. Très bien. La deuxième question, monsieur là-bas dans le fond, oui. Avant de poser ma question pour le varroa, on vient de découvrir que ce n'est pas les molymphes, mais c'est la matière adipeuse, c'est les corps adipeux qui sont en fait la source de nourriture. Ouais, ok. Donc ma question, c'est concernant les causes du déclin. Vous avez brossé ça assez rapidement. C'est très complexe comme problème. Mm-hmm. Et il y a aussi des fausses bonnes réponses. Par exemple, vous parlez de MAE, donc les mesures agro-environnementales, et les CIPAN. En fait, ce sont des fois des pièges à abeilles parce qu'ils font remonter justement tous les pesticides et fongicides du sol, des betteraves et du blé dans des floraisons que les abeilles vont butiner et ce sont des pièges à pollinisateurs. Donc c'est des fois pire que d'une solution. Donc je trouve que le problème est vraiment très complexe et il faut vraiment étudier ça de manière très très approfondie. Tout à fait, c'est ça. Donc le design, donc la conception de ces bandes fleuries, c'est une question excessivement complexe. Et donc vous avez une connexion avec le champ effectivement d'à côté, avec potentiellement un effet piège. Et donc vous avez des champs qui sont pleins de pesticides. Ces pesticides sont épandus aussi sur les bandes. Et la bande est la seule ressource. Et vous avez les abeilles qui vont dessus et ça tue les abeilles qui vont sur les bandes. Vous avez aussi l'effet inverse où finalement l'environnement est suffisamment riche, donc les abeilles vont pas sur les bandes et vous mettez une bande pour rien. Et vous avez aussi la question de quelles fleurs on met dans les bandes. On peut mettre des fleurs exotiques qui vont pas du tout servir aux abeilles locales, ou vous pouvez avoir un design beaucoup plus fin,
de ces bandes. Et donc c'est pour ça aussi que j'appelais à plus de recherche, parce que ces bandes fleuries, pour l'instant, effectivement, elles ont montré qu'elles n'étaient pas très efficaces quand elles étaient mal placées et quand elles n'avaient pas une bonne composition de plantes. Donc il y a clairement beaucoup à faire pour améliorer l'efficacité de cette bande fleurie. Mais je dirais que c'est un peu un sparadrap sur un malade, mais fondamentalement, il faut simplement diminuer l'intensité de l'agriculture. Donc si on continue à avoir plein de pesticides et que vous avez une bande fleurie, ça va rien changer sur effectivement. Donc comme les causes du déclin sont complexes, je pense que les solutions aussi peuvent être complexes. Et dans la bande fleurie, il faut pas non plus négliger l'aspect éducation et aussi l'aspect paysager, qui peut être aussi, qui peut convaincre certaines personnes de faire un pas vers ça. Et peut-être le deuxième pas sera effectivement moins de pesticides. Très bien. Alors, la question suivante, c'est là. Monsieur, on vous écoute. Je vais d'abord me permettre, en fait, de préciser qu'il y a aussi la DNF, en fait, qui offre des subsides même aux particuliers pour des haies à partir de 100 mètres. Et c'est souvent des plantes sauvages. Il faut quand même remettre un petit plan sur ce qu'on plante d'abord. Donc, ça peut peut-être être une idée au niveau de l'action locale. Et à ce moment-là, je vais arriver sur ma question. Donc en tant qu'apiculteur, mais aussi en tant qu'étudiant à Jean Blou, je me rends compte que déjà on a des semis qui commencent à arriver, donc comme commercialisés par Ecosem, qui sont finalement de plus ou moins bonne qualité. Ouais. Mais on a aussi la bonne vieille blague du Lidl qui distribue des plantes annuelles bien hybrides. Ouais. Comment est-ce qu'on peut recommander à monsieur et à madame tout le monde finalement qui a envie de faire une bonne action, de installer quelque chose de bon chez soi, parce que sinon ces trucs du Lidl ils crèvent sur place et voilà. Mais oui, bon, c'est pour ça que je suis là ce soir aussi. Mais donc effectivement, en fait, ce qu'on voit, c'est que vous commencez à avoir ce qu'on appelle du greenwashing avec les abeilles. Donc c'est-à-dire mettre une couleur verte, donner l'impression de vert, et en fait, vous avez aucun effet. Et effectivement, ces grosses compagnies, ces multinationales de semenciers, ils ont aussi repéré l'affaire que les abeilles pouvaient être un marché. Et donc, ils produisent aussi des graines, bon marché, qui sont pas efficaces. Et de bonne foi, certaines personnes l'achètent. Et malheureusement, ça n'a pas un bon effet. Donc, d'autant plus, on doit avoir ce réflexe quand on fait une conférence, quand on fait une exposition, quand on en parle autour, de réfléchir aussi quand on achète. Ça ne suffit pas d'acheter n'importe quelle graines, il faut aussi réfléchir à qu'est-ce qu'on plante. Donc si vous avez du cosmos américain ou si vous avez des plantes chinoises que vous mettez dans votre jardin, ça va pas aider. Il faut utiliser des plantes locales pour les abeilles locales. Alors, donc on a des publications. Donc on a participé à une publication avec Pascal Collomb, donc d'Ecosem, sur les bonnes pratiques de bandes fleuries. Donc tous ces publications ont été financées par la région wallonne et sont disponibles en PDF. C'est-à-dire quand on veut trouver l'information est là. Alors on essaie de la diffuser un maximum, évidemment. Donc ça c'est un premier angle d'attaque, c'est nous-mêmes produire l'information et essayer de la diffuser un maximum. Deuxième angle d'attaque, c'est travailler avec les politiques dans des labels. Donc essayer de faire labelliser ces graines et le dernier niveau, je dirais, c'est d'interdire la vente de ces graines qui ne seraient pas locales. Mais on n'en est pas encore là. Ouais. Voilà, monsieur, vous allez avoir le micro dans un instant. Et qui gagne? Alors, se battent entre elles, physiquement, je dirais non. Mais ce qu'on peut avoir, c'est des compétitions. Donc ça a été montré. Donc quand vous avez des ressources qui sont limitées, vous avez des espèces qui sont plus compétitives que d'autres, qui vont récolter la nourriture de manière plus efficace que d'autres. Et donc là, à ce moment-là, vous pouvez avoir des phénomènes d'exclusion liés à ces compétitions. Donc la plus forte va rester. Et typiquement, l'abeille mellifère, qui est une espèce sociale, où vous avez une ruche, c'est 30 000 individus, vous avez un effet colonie très très fort. C'est une espèce qui est très compétitive par rapport à ça. Donc elles peuvent rentrer en compétition l'une l'autre. Elles peuvent aussi se transmettre des maladies l'une l'autre, ça a été montré. Donc elles se transmettent ces maladies au niveau des fleurs. Et puis au niveau des prédateurs naturels, vous avez des oiseaux évidemment. Donc quand vous faites ce genre de nid, il faut faire attention. Si vous avez des oiseaux qui sont un peu malins, en fait pour eux c'est un frigo. Donc ils vont juste se servir
et venir manger. Donc nous, ce qu'on met, par exemple, on met souvent des grilles devant pour éviter que les oiseaux viennent se servir. Bon, après, on peut aussi nourrir les oiseaux, hein, mais bon. Faut que tout le monde mange. C'est peut-être, faut que tout le monde mange. Alors, vous avez aussi une espèce dont on entend beaucoup parler, c'est le frelon asiatique, qui est une espèce invasive qui vient d'Asie, comme son nom l'indique, qui est arrivé en France il y a 5-6 ans et qui est en train de progresser, qui est arrivé dans le Hainaut. Cette année, il y a eu un boom, beaucoup de nids ont été trouvés et on a la première donnée à Bruxelles cette année. Donc il est en train de monter vers le nord. Il attaque essentiellement l'abeille mellifère parce que l'abeille mellifère, ça représente aussi un bon frigo. Mais là, c'est elle, donc les frelons vont directement se servir dans les ruches, quoi. Donc il y a des prédateurs naturels, enfin naturels pour le frelon asiatique, je sais pas si on peut appeler ça naturel, mais il y a des prédateurs non humains, je dirais. Mais dans les causes de déclin, c'est rarement mentionné que, à part l'abeille mellifère qui peut vraiment, dans certaines circonstances, avoir des conséquences négatives sur les espèces sauvages, mais vraiment dans des conditions très extrêmes. À part ça, ce n'est pas un facteur de déclin. Bien. Les deux dernières alors, hein. Voilà, les deux dernières. On vous Bonsoir. écoute, monsieur. Bonsoir. Sait-on à l'heure d'aujourd'hui dater l'apparition des premières abeilles? Et si oui, est-ce que avant il y avait une autre espèce, peut-être cousine, qui s'occupait de cette aide pour la reproduction des plantes? Alors c'est une excellente question fondamentale. Alors oui, on sait quand sont apparues les abeilles. Elles sont apparues il y a à peu près 120 millions d'années. Alors 120 millions d'années, ça fait le milieu de la période Crétacée, au moment où il y avait encore des dinosaures. Donc nous on n'était pas encore là. Alors l'apparition des abeilles correspond à l'apparition des abeilles, des plantes à fleurs. Donc on a les premières plantes à fleurs qui apparaissent, et puis on a un boom de biodiversité. D'une part les plantes à fleurs et d'autre part les abeilles. Donc c'est ce qu'on appelle une coévolution. Donc elles se sont vraiment aidées l'une l'autre pour pouvoir se diversifier. Donc avant l'apparition des abeilles, il y avait pas de plantes à fleurs bien développées. Donc vraiment la fleur, c'est pour l'abeille. Et le développement des fleurs, donc maintenant les plantes à fleurs c'est 240 000 espèces. C'est essentiellement pour plaire aux abeilles en fait. Et alors l'ancêtre des abeilles, ce sont les guêpes. Donc clairement, les guêpes étaient carnivores, et puis on a des guêpes qui probablement chassaient sur des fleurs, des proies sur les fleurs, et puis au lieu de récolter peut-être des chenilles sur les fleurs, on commençait à récolter du pollen à la place de chenilles, et elles ont transféré ce comportement de récolte de proies vers des comportements de récolte de pollen. Et ces ancêtres des abeilles, donc ces guêpes, sont aussi des très très bonnes mères. Elles aussi participent à l'alimentation des larves, donc elles collectent des chenilles et elles vont le donner à leurs larves. Donc c'est simplement, au lieu de récolter des chenilles, elles ont commencé à récolter du pollen. Ça a commencé comme ça, probablement. Très bien. Et donc il y avait une dernière question là-bas pour monsieur. Voilà, c'est juste pour savoir si on sait s'il y a du varroa sur les abeilles sauvages. Non, on le sait, il y en a pas. Il y en a pas. Donc Voilà. c'est en fait le varroa vient d'une autre espèce d'abeilles mellifères qui vient d'Asie. Donc vous avez 7 espèces d'abeilles mellifères donc qui font du miel. Une seule vit en Europe, mais 7 vivent en Asie. Et ce parasite qui vivait sur cette espèce-là en Asie s'est transféré sur une autre espèce européenne. Et c'est ça qui a provoqué cette épidémie. Mais l'espèce d'origine, en fait, est capable de se nettoyer. Et donc, quand il y a un acarien sur son corps, elle se nettoie, et donc il y a beaucoup moins d'impact. Par contre, chez nous, ben voilà, elles n'ont pas ce comportement. Alors on va faire une nouvelle dernière. Le principe de plusieurs dernières. Excusez-moi, monsieur. Que pensez-vous des abeilles en ville? Alors, les abeilles en ville. Je pense que c'est une très bonne chose, dans le sens, encore une fois, que c'est une très bonne action de communication. Donc, l'humanité est essentiellement urbaine, et les décisions se prennent avec généralement des gens qui vivent en ville. Et les gens commencent à prendre conscience, quoi, aussi. Voilà, exactement. Donc, amener la nature en ville, ça va aussi prendre conscience, faire prendre conscience aux citoyens, aux urbains, que la nature est là. Et donc, c'est pas simplement je prends ma voiture pour aller en dehors de la ville et là, je vois la nature. Non, la nature est là. Les abeilles sont là, elles sont dans votre trottoir, elles sont dans votre balcon, elles sont sur votre toit. Et donc, ça, à mon avis,
l'avantage principal, c'est l'aspect politique, l'aspect éducation. Il y a un avantage de conservation, mais qui est relativement limité. Effectivement, il y a moins de pesticides en ville, généralement. Ils sont protégés, quoi. Voilà, donc on a des jardins, on a pas de pesticides, enfin moins de pesticides, parce qu'il y a des pesticides de gens pour leur jardin. Mais en termes de conservation, les habitats urbains sont quand même très spécifiques et très dégradés, et donc il n'y a pas des espèces rares qui vont s'installer là. Donc je pense que vraiment l'essentiel de l'intérêt, c'est éducatif, et je soutiens 100% ce genre d'initiative de conserver les abeilles en ville. Voilà. On va en rester là, mais je vous vois, ne vous en faites pas, vous aurez l'occasion de poser des questions à Denis pendant le verre. Donc ne soyez pas... Alors, eh bien, il me reste simplement d'abord à remercier Elena et l'équipe qui prépare les conférences, qui, vous voyez, sont un immense succès chaque fois. Bien sûr, à remercier Denis. Alors, j'ai un petit cadeau qui n'est pas sur les abeilles, mais sur le Big Bang, mais qui vient également de chez nous. Merci. Puisque c'est notre collègue c'est Pierre, ouais. Pierre Gillis, qui est le coordinateur de l'ouvrage. Merci. Merci. Et je propose de l'applaudir. Merci. Abondamment.